Bonjour. 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 Alors je suis extrêmement heureux de t'interviewer enfin. On va faire un peu le tour, comment t'as commencé, là où tu en es, pourquoi t'as choisi cette marque, des questions basiques. Carrément. Je vais me présenter, moi c'est Jérémy, c'est GSX. Ça a toujours été mon pseudo pour le drift et même pour de la maquette. Je vais y revenir effectivement parce que moi je viens du modélisme mais plutôt de base de la maquette statique au 1.24 que je fais aujourd'hui avec mes RC en termes de peinture. C'est ce que je faisais aussi en 1.24e. Alors ça roulait pas à l'époque. Moi ça doit faire plus de 15 ans que je fais du RC drift. J'ai commencé tout bêtement par de la piste 1/10e. J'étais sur Nantes à l'époque. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Je pense que tout est parti de YouTube finalement, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Du coup c'est vrai que quand j'ai vu un mec qui faisait glisser son châssis, alors 4 roues motrices à l'époque, avec des roues plastiques dures type PVC, j'ai tout de suite adhéré. Même si dans notre discipline on ne doit pas forcément adhérer, mais j'ai tout de suite adhéré. Et donc du coup naturellement j'ai commencé à avoir un châssis, deux châssis, les modifier. Alors j'étais sur X-Ray avant. Ok. Ensuite, je suis passé très vite chez Tamiya avec un TA04, donc qui était déjà vieux pour l'époque. Mais là, on est toujours en piste là ou on est en drift déjà? Alors là, on était plus ou moins entre les deux. Là, c'est la transi là déjà. C'est la transition. En fait, rappelle-moi, on est en quelle année? moins 15 d'aujourd'hui, donc 2010, même moins que ça, 2007, 2008. Incroyable. En 2007, on va dire, 2008, où j'étais sur Nantes, et effectivement, c'est là où j'ai commencé à faire du RC. Je pouvais pas appeler ça du drift, déjà. C'est que plus tard où je me suis vraiment spécialisé dans le drift avec ma première team, qui était RC Drift Team Dynamique, donc de Nantes. On roulait déjà à Ikea, il y a déjà une team d'ailleurs qui s'est reformée aujourd'hui, qui s'appelle Team Full 44, pour faire un petit clin d'œil où on roulait déjà à Ikea, nous à l'époque, et eux ils ont repris le spot. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour se situer. Alors après il y a aussi pas mal de choses qui font qu'on adhère ou pas à cette discipline. Moi je sais que ça a toujours été les voitures japonaises, j'adore, je suis mordu. Ensuite il y avait aussi l'esprit Fast and Furious, Gran Turismo, toutes ces essences là, Need for Speed qui ont contribué effectivement via le jeu vidéo. Ça s'est rejoint un peu au même moment quoi. Exactement. Et en fait, ça a convergé simplement par tous ces amalgames et qui sont arrivés en fait finalement à me faire kiffer le drift RC. Vraiment, mais à un point que moi-même aujourd'hui, j'aurais pas imaginé. Même moi, j'aurais pas imaginé. Trop stylé. Voilà. Trop frais. Donc du coup, en gros, voilà, t'as commencé avec des X-Ray, Tamiya. Après, je crois que t'as eu un Yokomo, non? Alors oui, alors bien plus tard, j'ai eu un châssis effectivement qui était un TA05 VDF Tamiya, qui était déjà lui en 4 roues motrices, mais qu'on pouvait modifier en CS, qu'on appelait le CS, donc le counter steer. Ah. C'est un peu technique, mais faut s'imaginer que les roues arrière, elles vont rouler 2 fois plus vite qu'à l'avant. Donc ça nous obligeait à braquer. Donc on braquait pas beaucoup, je crois que ça c'était vraiment le grand maximum. C'était place to be quoi, à l'époque le 4 roues motrices c'était vraiment... D'accord, donc là on était avant l'électronique qu'on a aujourd'hui. Complètement, parce que en vrai avant on adaptait de l'électronique qui venait de la piste en fait simplement. On roulait avec des radios Spectrum, les variateurs c'était bien souvent du Hobby-Wing déjà à l'époque. Les cerveaux c'était du Spectrum aussi, voilà, on avait tout un tas de cerveaux où ça pouvait même être des cerveaux qui étaient sortis de nulle part, du moment que ça faisait un cerveau c'était bon quoi. D'accord. Rapide. Alors maintenant moi ma question c'est ton premier pas chez Overdose. Comment t'es arrivé chez Overdose? Tu t'es dit ok c'est fini, c'est ça et plus rien d'autre? Moi j'avais déjà un pas chez Overdose quand j'avais mon châssis Yokomo. Donc j'ai eu plusieurs châssis type MR4, petite photo pour imager tout ça. Mais moi j'avais un Driftmaster, donc c'était un châssis qui était déjà haut de gamme à l'époque. Et donc du coup Overdose avait déjà commencé à sortir des pièces un peu option pour les châssis Yokomo. Donc pour ceux qui se souviennent, donc c'est eux qui proposaient le plus large panel de couleurs. 7 couleurs? 7 couleurs. Il y avait argent, gold, rose, violet, rouge et bleu. Et il en manque une, 6 couleurs. C'est la mer Noire. Oui. Pardon. C'est déjà pas mal. Et oui, c'était déjà pas mal parce qu'effectivement, on pouvait faire un châssis complet à partir d'une base plastique et vraiment optionner à la manière en fait de tous les constructeurs qu'on voyait déjà à l'époque. On regardait Velside, Top Secret, tous ces préparateurs qui prenaient une base, par exemple de R34. Et qui n'avait plus rien à voir avec une R34. De base, elle faisait 300 chevaux. Rapproche de ça, quoi. Voilà. En fait. Après, elle faisait 1000 chevaux, quoi. En gros, c'était un peu ça le but. On changeait. Donc, en fait, on arrivait d'une base plastique. On pouvait mettre full alu. Et du coup, ça claque, quoi. Et la qualité, l'usinage, etc. Tout ça a fait que ça a fait une réputation
pour Overdose. Et effectivement, ça s'est pas arrêté là. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement on n'aurait pas tout ça. Et moi je suis vraiment très content qu'ils puissent proposer encore de l'innovation et d'aller encore plus loin. Parce que oui, vous l'aurez bien compris, moi j'aime Overdose, je suis pro Overdose. Et pour plein de raisons. Donc je reviens, je fais la petite parenthèse avec mes débuts en fait, avec un vrai châssis Overdose, c'est le Dival. Du coup ça c'était en 2013-2014. Donc c'est à partir de là, et ce châssis-là, j'en ai rêvé. Voilà, faut pas me demander pourquoi, dès que je l'ai vu, j'en ai rêvé, etc. Alors c'est un châssis qui valait énormément d'argent, tout comme tous les châssis Overdose, on va pas se mentir, mais celui-ci sortait environ à 1000 €, sortie de boîte, voilà, donc sans option. Et c'était en alu? Alors il y avait de la pièce en alu, effectivement, de la pièce en carbone, mais aussi pas mal de plastique. Donc après, il y a toutes les options à rajouter, ce qui nous faisait la bagatelle, on va dire, de 1005-1006, le châssis full option à l'époque, ce qui était déjà assez onéreux. Et c'était un RWD ou un CS? Alors non, c'était en CS à l'époque, on était encore en CS, donc eux ils arrivaient sur le marché avec un CS 1.3. Donc ça tournait 1,3 fois plus vite à l'arrière qu'à l'avant, donc c'était pas réellement beaucoup. 1.3, ok. Ouais. Et après il y a eu des kits d'adaptation, on pouvait faire 1.5, 1.8. Là où les Yokomo par contre étaient déjà à 2 voire même plus de 2. Voilà, on pouvait avec x2 quoi. Pas presque x2 on va dire. Donc ça dépendait de ce que tu mettais comme couple conique. Et il n'y avait pas de gyro à l'époque. Alors non, effectivement. C'est fou ça, je trouve ça ouf quoi. Il n'y avait pas de gyro. Effectivement, c'est là où en fait le bas blesse, on se dit voilà maintenant avec un gyroscope presque tout est possible. Mais effectivement avant on n'avait pas de gyroscope, donc il fallait vraiment le réglage était propre à soi. On va pas se mentir là-dessus. Moi je prêtais mon châssis à un autre, il n'arrivait pas à s'en sortir et inversement. Il fallait vraiment qu'on ait les mêmes bases en fait sur chaque pilote. Autrement c'était pas possible. Clairement d'avoir un vrai feeling avec un autre châssis d'un autre mec. Puis il y avait, Donc je pense que les débuts on est pas mal. Donc là on va rentrer un peu dans le sérieux. Ouais. Donc là tu nous as amené 2 magnifiques beaux bébés. Oui, effectivement. Et tu nous en présentes, tu commences je vais présenter, alors en fait on va déjà parler de celui-là, parce que c'est le plus ancien. Donc là on est sur un châssis qui s'appelle un Overdose Vacula. Donc la petite particularité à l'époque, c'est qu'on avait la première lettre gravée sur le pare-choc et je trouvais ça vraiment top. Donc le Dival avait son D, le Xex a son X par exemple. Voilà, donc en gros on a bien l'identification du châssis. Ce châssis-là, de mémoire, est sorti entre 2010 et 2011. Voilà, donc alors effectivement, à la base c'est un châssis 4 roues motrices. Je l'ai entièrement modifié pour pouvoir le passer en RWD. Et d'ailleurs, le Xex aussi, mais c'est un peu plus particulier, je reviendrai sur celui-là après. C'est un châssis CS que tu as modifié Exactement. en RWD. Exactement. C'est incroyable. Oui, alors j'en suis pas à mon coup d'essai, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le RWD, en fait, j'avais un châssis type MR4 que j'avais déjà modifié. Et j'avais ce Vacula, alors c'était pas exactement celui-là, j'avais un Black Edition, ce que je regrette amèrement aujourd'hui d'avoir vendu, mais ça c'était une autre histoire. Alors, j'avais quand même réussi à en récupérer un qui, pour moi, tout autant de valeur dessus. Et donc ce châssis là en fait pour moi ça reste un des plus beaux châssis qui a été fait en CS. Ok. De par sa finesse, les pièces, tout est gravé. Déjà à l'époque, tout était gravé sur chaque pièce Overdose. C'était vraiment un très très bon châssis d'ailleurs, où alors là c'était à courroie et on changeait en fait la taille des poulies. Donc là effectivement moi j'ai mis une petite poulie pour que ça s'adapte plus avec du RWD. Mais de base, on a quand même une sacrée cascade de courroies, on va dire, et de pignons. Donc voilà, et là, moi je l'ai modifié, j'ai plus besoin d'avoir effectivement un autre pignon ici. Donc devant, alors j'ai enlevé tout le système. Alors là, j'ai fait énormément de modifications sur celui-là pour pouvoir le passer un peu au goût du jour. D'ailleurs, les plus avertis auront remarqué qu'il y a des pièces qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, qui sont sur ce châssis-là. Comme les supports de body, toute la partie avant avec le double bumper, cage avant qui était sorti un peu plus tard d'ailleurs, une direction alu V2 sur glissière et les fusées qui vont avec, donc ce qui va nous donner aussi un avantage en braquage. Pour un châssis de l'époque, c'est super beau de voir un châssis qui braque comme ça.
et on lui a collé de l'électronique du début du RWD. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, le variateur qu'il y a ici, c'est un 100 noix Super Vortex Type D. Donc ça, je pense que on n'a pas été nombreux à le rouler, ce variateur-là, à l'époque déjà. Encore plus vrai aujourd'hui, plus personne roule avec ça. Donc justement, ça a été un peu le défi de me dire, voilà, je remets ce variateur dessus, châssis d'époque, électronique d'époque, et voir comment on va pouvoir s'en sortir avec. Alors, ça n'a aucun but de faire de la compétition, hein, on va être clair, parce qu'aujourd'hui le matériel a énormément évolué. Mais pour le fun, c'est des châssis quand même qui sont incroyables. Ils sont incroyables. Et en plus de ça, voilà, faut pas trop que ça prenne la poussière non plus, parce que le but il est là, faut que ça roule. Voilà, et puis je lui ai mis aussi, j'ai la même chose sur l'autre, mais c'est vrai que quand on a commencé à faire du RWD, le gyroscope est apparu comme moyen efficace de pouvoir rouler, hein, sachant que... Au début, quand on t'a dit ça, tu t'es dit c'est chelou, ou tu t'es dit ok, genre quand ça a commencé à arriver En fait, quand tu viens du 4 roues motrices ou du CS, ce qui te bloque le plus, c'est que le gyroscope, il veut te contredire. C'est-à-dire que nous, en fait, on avait des mouvements de volant qui étaient ultra rapides, pour vraiment, dès que t'as capté que la voiture, elle devait se mettre dans un sens, bam, tu contre-braquais, et après ensuite à toi de gérer tes gaz, à débraquer aussi, hein, donc c'était vraiment du pilotage. Alors si je fais des guillemets, c'est parce que quand tu regardes aujourd'hui les vidéos d'avant et que tu disais ouais t'étais un boss, c'était imbuvable. Honnêtement, tu regardes la vidéo aujourd'hui, tu rigoles quoi. Ah ouais? Ah c'est... Pourquoi le niveau réalisme, genre c'est ouais, puis c'était moche en fait. Voilà, les trajectoires pour les suivre, c'était très très compliqué. Ah ouais. Alors sur l'instant T, tu regardais deux mecs roulaient en battle, tu dis waouh, trop bien, ils sont proches. À 40 cm, ils sont proches. C'était un autre état d'esprit, voilà, mais par contre, il faut pas l'enlever, on pilotait vraiment. Ah ouais, voilà. Tu contre-braquais. Voilà, exactement. C'est toi qui donnais l'impulsion, etc. C'était vraiment toi qui faisais. D'ailleurs, d'où la difficulté. Hein. Nous, je me souviens quand on était à Vélizy 2, c'était RC Drift IDF. Pour ceux qui connaissent, il y avait des mecs qui venaient de toutes les horizons, enfin tous les horizons. Et par exemple, il y avait même un gars qui venait et qui faisait de l'hélicoptère. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le gars, il disait, mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais faire de la voiture RC Drift en 4 roues motrices, c'est plus dur que faire de l'hélicoptère. Ouais, parce qu'en fait, il fallait réellement avoir un œil toujours vraiment sur tes roues avant et savoir exactement ce que tu vas pouvoir faire avec. Parce que le désavantage, en gros, ou l'avantage, je sais même pas si c'est un avantage, mais on pouvait avoir des coups de raquette avec le CS. C'est-à-dire que si on avait peu d'angles, si on a peu d'angle de braquage et qu'on avançait, le châssis il pouvait faire et hop, aller dans l'autre sens, tout seul. Donc en gros, il pouvait, ton train avant, il pouvait faire ça et après, j'ai plus envie. Et en fait, il t'envoyait dans l'autre sens. À basse vitesse, c'est quelque chose qui arrivait régulièrement. Et donc du coup, effectivement, par rapport à tout ça, le RWD est arrivé, on va dire, ça a été la fin du CS. Hein. Clairement, je me souviens encore d'une saison en Grip 0 en 2017 d'ailleurs, 2016 ou 2017, où il y avait encore, faudra peut-être me rectifier sur les dates, mais je crois que c'est ça, il y avait encore double catégorie, il y en avait les pros CS, les pros RVD, il y avait ceux qui faisaient les deux. Moi je sais que je faisais les deux, j'aimais bien. J'aimais bien, c'était un défi aussi, hein, parce que fallait pouvoir faire un switch dans sa tête, on-off. On c'était gyro, pas gyro, parce qu'effectivement, t'arrivais sur quelque chose où d'un côté, tu dois être contrôlé et de l'autre côté, tu dois dompter. Donc il y en a un que tu vas un peu plus bichonner et l'autre, il faut vraiment taper dedans pour arriver à faire ce que tu veux. J'ai commencé en fait à faire du RWD avec un Vacula, même si le but était de passer sur quelque chose qui était plus en phase avec l'époque. Donc en fait, il y avait ce châssis qui était sorti juste après le Dival, que j'avais vu en fait Cross Game en Espagne en 2015. Il y avait toute la team OD, dont Atsushi Ito, Ginji aussi, qui était très fort en CS. Et donc du coup, ils avaient sorti ce châssis parce que tu pouvais faire toutes les possibilités. C'est-à-dire que tu pouvais faire du CS à cardan, du CS à courroie et pignon, mais aussi du RWD. Donc moi, je l'avais monté directement en RWD. Et pour la petite histoire, j'avais acheté toutes les options avant d'avoir le châssis. Donc j'avais acheté toutes mes options et j'avais acheté le châssis en dernier. Donc moi, j'avais acheté une version V-Spec, donc avec la courroie. Et au final, ça n'avait pas du tout empêché à ce que ça fonctionne bien en RWD. Alors, faut savoir que celui-ci n'est plus comme à l'époque, parce que j'ai voulu, et je suis toujours à faire évoluer mes machines. J'avais fait une base de direction, d'ailleurs, qu'on voit ici, fabrication maison, avec des plans que j'ai fait moi-même et que j'ai envoyé à un usineur pour pouvoir justement adapter la direction curvée du galm. Là, il faut savoir que là, il y a une direction de galm, V2,
Et ça, c'est une direction de Galm V1. Je vais mettre de l'autre côté pour qu'on voit la pièce parce que je crois que... Ouais, bon, tu la verras mieux effectivement. Là. D'accord, donc cette pièce. Ouais, cette pièce bien brillante. C'est toi là. qui l'as faite, genre. Ouais, alors c'est moi qui l'ai conçu. Toi qui l'as dit. Incroyable. Je l'ai conçu, designé. Alors bon, on va dire avec les moyens du bord, hein, papier, crayon de bois Incroyable. En fait, à la fin, quand j'ai fini avec celui-là, le Galm est sorti. Ah, donc en fait, on pourra faire la transition avec les Galm. D'accord. Ça a toujours été mon châssis de cœur en fait. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci, aussi parce que fait du résultat avec. En 2017, j'étais vice-champion de France. Alors vice-champion du grip 0 parce que ça revient à champion de France hein, si on veut. Mais j'ai fait ça avec un Xex et aussi avec l'électronique dont on parlait avant. Et aussi avec un Giro Overdose et Servo KO Propos. Donc voilà, j'étais le seul à rouler avec ça. Je savais pas qu'ils faisaient des Giro Overdose. Alors oui, effectivement. Alors c'est une collaboration avec KO Propos. D'accord, je connais pas cette marque. Une marque assez ancienne pourtant, qui est plutôt vers le Mini Z. Les radios, c'est des EX quelque chose. On peut les retrouver plus au niveau des Mini Z. D'accord. Donc voilà. Et ils avaient sorti ça en collaboration avec Overdose. Et effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui a l'avantage de laisser beaucoup la main. En fait, c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à m'adapter assez bien entre le CS et le RWD parce qu'effectivement, si sur mon volant j'ai envie de faire ça pendant qu'il drift, on va faire exactement la même chose. En fait, il ne bloque pas le mouvement. Ok. Voilà, de radio, on va dire. Ça a été un de mes vrais châssis RWD. Bien entendu que j'ai fait évoluer au fil du temps. Donc là, clairement, si on veut le faire le même aujourd'hui, on n'arrivera pas à ce niveau-là. Ah ouais? Non, parce que j'ai vraiment repensé la répartition des masses. J'ai déjà mis le SC à l'arrière, que j'ai adapté avec une plaque wrap-up. J'ai fait une platine supérieure maison. Donc ça, c'est fait à la main, par contre, du coup, pour laisser passer le cerveau en l'air. Et pouvoir avoir le pack ici et non pas devant. C'est fou ce châssis en fait. Ouais, il est top. Ouais, non, mais il y a plein de trucs que tu vois nulle part. Enfin, tu vois rien nulle part en fait, ouais, effectivement. Alors, cette pièce existe pas en fait. Non, c'est moi qui l'ai faite. Magnifique. Voilà, ça c'est une pièce de Galm, par exemple, hein, le rack batterie. Mais vraiment modifié. Ouais. Ce qui pêchait beaucoup sur celui-ci, c'est qu'il braquait pas fort. Hein. Franchement, je pense que parce qu'on avait un rack droit. D'ailleurs, tout comme celui-ci hein, à la base, c'est un rack droit. Mais bon, je l'ai modifié avec une direction avec le temps de Galm. En fait, c'est moi qui l'ai mis dessus. D'accord. Voilà. Au début, Overdose, c'était droit. Ouais. Okay. En fait, même sur le Galm, la première direction alu qui est sortie pour Galm, elle était droite. Donc, elle était plus longue mais droite. Donc, ce qui faisait un Ackerman un peu bizarre. On se retrouvait à braquer fort sur une roue, puis peu sur l'autre. On n'avait pas vraiment de corrélation dans le braquage. On arrivait vite à braquer fort, mais peu en fait sur la roue extérieure, ce qui donnait énormément d'Ackerman. Bon, on va dire que au début, ça fonctionnait bien. Puis ensuite, le rack courbé en fait a permis à pouvoir quelque chose de plus parallèle. Voilà, et avoir quand même de l'Ackerman, enfin, parler vulgairement, c'est ça. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous montrer, donc du coup on est d'accord que ça c'est pas des châssis que tu roules tous les jours? Non, ça c'est des châssis, alors... Ça c'est un peu tes premiers, voilà, on va dire. Que j'ai toujours gardé. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, mon Xex quand je l'ai fait, il était noir. J'ai adoré l'avoir en noir, mais là il est rouge. Il est rouge. Donc effectivement, en fait j'ai eu un collègue de l'Oise qui vendait le sien, etc. Et puis je me suis dit, bon en fait moi j'adore le rouge. Je pense que vous verrez aussi dans la suite de la vidéo, mais mes châssis sont principalement rouges. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu avoir mon Xex en rouge, parce que je me suis dit, allez, si j'ai toute la collection en rouge, ça peut être top. Donc t'as la plaque en dessous aussi. Rouge. Ouais, alors effectivement, ça c'est une des dernières qui est sortie, hein. On peut faire un petit plan dessus. Je la trouve vraiment trop belle. Ah bah ouais. Là, voilà, entre la nodisation, les petits détails dedans, etc. Je trouve ça vraiment... C'est vraiment incroyable. Vraiment très fort. T'as même la noire. Ouais, alors j'en ai même d'autres. J'en ai une autre derrière la maison, la première qu'ils ont fait de chez OD. Et celle-ci est gravée mon pseudo, hein, donc... Waouh. Ouais, celle-là. Voilà, 121. Voilà. Magnifique. Donc c'est vrai que c'est pas des châssis que je vais rouler tout le temps, mais j'adore les ressortir pour faire voir aussi à d'autres, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans cette vidéo ou dans une autre vidéo, je sais pas, ce sera à toi de me dire Bruce, mais sur l'évolution du RC Drift en général, ce que moi j'en pense, etc. En fait, c'est pas moins performant qu'un châssis d'aujourd'hui. Oui. C'est même presque déroutant de voir comment ça roule. Alors bien sûr, avec tout ce que j'ai apporté au niveau en termes de modification et d'ajout de pièces. Comme je disais par exemple pour celui-ci, eh bien
bien, on a des pièces qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Si je prends les fusées ici, donc c'est des fusées type 2 full réglables. Et ben celles-ci, comme je dis, elles sont full réglables. Aujourd'hui, il en existe d'autres des fusées chez Overdose, mais celles-ci sont quand même sur le haut du panier. Quoi ? Elles sont réglables dans tous les sens en fait. Si tu regardes bien, tu vois, tu as des 5, des 8, des 0, des 3. Ce qui nous permet en fait de régler ce qu'on appelle le kimping angle. Donc on va pouvoir décaler plus ou moins la fusée pour avoir plus ou moins de chasse sur la fusée. Alors déjà, faut commencer déjà à bien comprendre. Ça part un peu en couille là. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu peux régler la Karman directement sur la fusée en elle-même avec des crans. Tu vois. Et puis, tu peux jouer aussi du trailing arm. Alors, ce qu'on appelle le trailing arm, ça va être la différence entre ce point-là, que tu vois ici, et l'avancée, en fait, de ta fusée. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, mais tu as des petites rondelles, là, ici, entre les deux. Des petites rondelles. Je sais pas si tu vois. L'intérieur ou... Ouais, juste là, devant. Oui. Et en fait, ça va permettre d'avancer ou de reculer, en fait, ta fusée. D'accord. Pour créer un désaxement, en fait. Tu vas bien désaxer vers l'avant. Ok. Et ce qui va te permettre en fait d'avoir un train plus ou moins réactif. Si tu es à 0, c'est très réactif. Si tu vas plus loin, en fait, ça va te donner moins de réaction, mais en même temps de la chasse. En plus de ce que tu peux avoir en inboard. Ce qu'on appelle en inboard, c'est dans le châssis. D'accord. Ouais. Et j'ai l'impression quand même que chez Overdose, toutes les pièces sont... Enfin, genre, c'est une des marques où tu peux régler... où ils font des options réglables. Oui, enfin, il n'y a pas ça chez les autres, quoi, non? Si. Alors, il doit y avoir, parce que effectivement aujourd'hui on arrive sur des châssis qui sont ultra complets. Si tu prends par exemple des Yokomo aujourd'hui, c'est ultra complet, on peut pas dire le contraire. Tu prends un RDX full option, je parle, ce sera aussi ultra complet. On va être sur de toute façon après aujourd'hui on va pas se le cacher, c'est un discours que j'ai souvent, mais c'est plus la machine qui fait le pilote. Ok. Pour moi en tout cas. Plus la machine qui fait le pilote. C'est quoi? C'est le pilote qui fait la machine? C'est le pilote, c'est les réglages électroniques aussi qui vont vraiment beaucoup aider. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on prend un peu le RC Drift, on va pas pouvoir déroger de trop sur la base, dans tous les cas. Il y a des choses qui effectivement restent encore à améliorer. D'ailleurs, moi je suis pas ingénieur, je préfère le dire, c'est juste ma passion. Voilà, donc j'aime bien modifier, j'aime bien comprendre aussi pourquoi ça fonctionne plus sur un Galm que sur un Xex, que sur un Vacula. Et c'est pour ça que je m'amuse à mettre des pièces aussi de différentes générations sur des châssis qui sont plus ou moins évolués. Par exemple, je vais donner un exemple ici, j'ai mis une platine supérieure de Yokomo SD3 sur celui-ci. Comment ça se fait que ça rentre? Alors, comme par hasard, ici c'est pareil, c'est les mêmes trous. Mais non. Si, exactement les mêmes trous. Ok. Et donc du coup, moi je l'ai raccourci, je l'ai repercé, et voilà, j'ai fait ma platine. Incroyable. Alors j'avais déjà fait avec une platine de Yokomo ZX pour mon Dival. C'est le même carbone en plus, c'est trop chaud. Oui, bah voilà, en fait, je me suis dit, en fait, ils sont mat. C'est les mêmes. Alors, la platine inférieure, en fait, c'est moi qui l'avais verni mat à l'époque. Ah ouais? Ouais. Et donc du coup, parce que si on regarde en dessous, elle est brillante. Ah ouais? Voilà. Donc celle-ci, je l'avais redécoupée. Enfin bon, voilà, ça a été un peu test. Elle est dégueulasse d'ailleurs. Je suis désolé. Mais cette platine-là, elle a 13 ans. Donc voilà. 13 ans? Ouais. Elle a 13 ans cette platine. Donc d'ailleurs, je vais faire un big up à mon poteau Méto pour le Vacula. Vraiment, et voilà, il a assuré. D'ailleurs, c'est un Vacula qui a été connu dans le monde du RC Drift en France. Il vient d'Auvergne, voilà, de base. Donc voilà, c'est un pote qui a racheté à l'autre et machin. Et maintenant, c'est moi qui il est revenu à la maison. C'est un châssis qui a tourné, genre. Il a tourné celui-là. Après, ouais. tu l'as racheté, genre? Alors, ça a été différent. Tu l'as récupéré? Je l'ai récupéré. C'est que c'est incroyable, ça. Ouais. J'ai eu le mal d'amour de me dire, j'ai plus mon Vacula. Et on m'a dit, bah écoute, j'en ai un si tu veux. Ah, c'était pas le même? Si? Non, moi j'avais un Black Edition. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, l'histoire que tu disais tout à l'heure. Black Edition et la platine, elle était en carbone blanc et en tribal. Blanc, matricé, putain, stylé. Ah, je l'ai à la maison, hein. Je t'ai refait un Xex, mais rouge, d'accord, j'ai compris. Ah, Vacula. Vacula, pardon. Ouais, Vacula. Oui, alors ouais, c'est fort suivre. Vacula, Xex. Trop cool, voilà. D'accord, donc ça, en fait, j'avais les deux en noir. Voilà, pour faire simple, j'avais les deux en noir, maintenant j'ai les deux en rouge. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que maintenant tu peux nous montrer ton châssis que tu utilises? Ouais. Si t'as encore d'autres choses à nous dire sur cela? Je pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Si, il y a une chose qui est intéressante par contre, pour tous ceux qui auraient des anciens châssis Overdose, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a une rétrocompatibilité des pièces. Alors pas toutes les pièces, on va quand même se calmer, mais il y a quand même beaucoup de pièces qui sont quand même montables et on peut faire évoluer d'anciens châssis. Et ça, il le prévoit, genre, ou c'est limite à force de c'est à force de faire. En fait, si on regarde, par exemple, on va même pouvoir aller un petit peu plus loin sur ces deux châssis-là. Ce qui va être en termes de train roulant, les Anthrax, en fait, sont les mêmes.
toujours les mêmes. Ici, on voit bien que sur les cages avant, c'est aussi la même chose. Pour faire simple, hein. Là, j'ai une cage type 1. Là, on a une cage type 2. Et sur le rouge qui est derrière toi, bah, prends-le, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Hop. Voilà. Et sur celui-ci, donc là, on a un galme qui est full option. Du coup, full V3 aussi, parce qu'on peut avoir des full options, mais donc là, de différentes versions. Là, c'est top technologie, enfin le plus récent possible. Ouais. Alors, le plus récent, oui et non, parce que on va dire en termes de moteur haut, oui. Mais on a un autre super moteur qui est en moteur arrière et lui donc sera... Alors je suis désolé, un peu sale hein, parce que j'ai pas fait de coup de soufflette. C'est une caisse de compétition, ça. Ouais, alors effectivement, là on voit vraiment l'évolution incroyable entre les châssis parce que bah simplement... donc ça, tu nous fais les années? Alors là on serait aux alentours de 2010-2011. Ok. Après 2013 de... 15, entre 2013. Ok. Ouais, ça doit être ça, 2013 à peu près. 2014 même. Et là, on serait aux alentours des 2016-2017. D'accord. Sachant évolutif aujourd'hui. Ouais, bah c'est toujours le même en fait. Aujourd'hui, le galme est resté le galme dans tous les cas. Sauf que, en fait, ce que je disais en préambule, c'est que si on regarde aujourd'hui une Nissan Skyline R34 par exemple, il y a eu 50 versions. En fait, ou même une GTR, on regarde aujourd'hui une GTR. Tu vas prendre celle qui est... Voilà, ouais, voilà, tout V-Spec, etc. En fait, c'est à chaque fois, c'est la même base, mais qui a été évoluée avec des évolutions mineures, ou majeures d'ailleurs, qui vont faire que la voiture va être encore plus performante que celle d'avant, et que celle d'avant, et ainsi de suite. Donc là, en gros, ce que je disais, c'est que là, on a une cage V1, cage V2 et une cage V3. Par contre, je pourrais mettre la V3 sur celui-là, la V2, alors V2, je peux pas la mettre sur celui-là. Maintenant, c'est fini, V1, V2, je peux plus mettre sur le galme. Et je t'expliquerai pourquoi après. Donc là, en gros, pour faire simple, vous avez ce qui se fait de mieux chez Overdose aujourd'hui. Bam. Voilà, on peut pas faire plus. Alors si, on pourrait faire plus. Il manque des petites pièces à droite à gauche sur celui-là pour comme le support batterie. On va dire que ce support batterie là, il se situe mieux, sur le moteur haut, on va dire de passage, voilà, de pack. Alors, simplement, en fait, on peut mettre une couronne plus ou moins grande, reculer le pack à fond. Tandis que si j'avais mis celui-ci, bah, ma couronne gênerait en fait directement là-dedans. Donc c'est pour ça. La mienne gêne du coup. Voilà. Voilà. Donc toi t'en as un. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de ramener le tien aussi, à pas trop modifié pour voir l'évolution qu'on peut en faire. Il est quand même full option. Peut-être pas full du moment comparé à celui-ci, mais il a tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Déjà. Donc là en fait on a un moteur haut version 2 parce qu'il y a deux sortes de moteurs hauts en fait simplement chez Overdose. Il y en a un avec une plaque qui est un peu plus grande où on peut faire 3 positions de moteur. D'accord. Donc le moteur ici avec le pack en dessous, le moteur droit hein, donc vraiment 90 degrés et le moteur qui va venir comme ici en fait se mettre vraiment un peu en arrière. Un peu vers l'arrière, ouais. Voilà, donc vraiment pour avoir tout le poids vers l'arrière. Hein. Ça c'est... Donc là c'est le petit moteur en plus. Oui, alors effectivement, là ça a été pour gagner du poids. C'est le petit Merv ERA, donc qui fait gagner à peu près 90 grammes par rapport à un moteur en 540. Donc quand on dit 540, c'est cette taille-là. Hein. Donc on voit bien la différence de taille entre les deux. C'est un petit peu moins puissant par contre, faut pas se le cacher. Hein. Ah ouais? Oui, on perd environ 30 000 tours minute par rapport à un moteur conventionnel, mais on n'a pas besoin d'aller à 100 000 tours minute. Bon, il y en a qui y vont, moi j'y vais pas. Donc du coup ici, prend bien 60 000, c'est déjà pas mal. 60, 65 000 tours minute, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux dire? Avant de parler d'options, on va parler d'électronique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on faisait la relation tout à l'heure avec l'électronique d'avant, l'électronique de maintenant, hein, qui change énormément. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du gyro Overdose Days et le cerveau KO Propos. C'était des gyros-cerveaux qui étaient déjà très durs à utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour pouvoir bien le régler, etc., il fallait passer énormément de temps. Ah ouais, c'est pas comme aujourd'hui, genre le V4 Non, voilà, effectivement, là tu abordes un vrai sujet. C'était quelque chose où il fallait vraiment prendre du temps
avec son matériel et pouvoir justement trouver la bonne configuration, le bon mode sur le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau n'était pas programmable en tant que tel, pas comme ce qu'on a ici avec du cerveau RFD, avec un PC et tout. Là, il y avait une petite carte de programmation qui permettait de choisir 5 modes. Tu as 5 modes, tu choisis celui-là qui te convient, et voilà. Ensuite, tu avais le gyroscope à régler avec le gain en chaîne 3 et une priorité, et ensuite un anti-glitching, ce qu'on appelle en anti-vibration. Si par exemple ça faisait ça pendant que tu roules, tu mettais un petit coup sur le potard et t'attendais 2 secondes et voir si ça fonctionnait mieux ou pas. Donc ça par contre c'était très très bien, c'est pas des choses qui se retrouvent d'ailleurs sur d'autres, parce que en fait ce gyro Days pouvait être couplé avec plein d'autres cerveaux. Donc en gros tu réglais la fréquence du cerveau par rapport à ton gyroscope. Je fais une parenthèse, mais je vois que t'as une plaque perso. Ça là? Ouais. Alors c'est non pas réellement de plaque perso, mais c'est TIE Slider. Alors TIE Slider, c'est pareil, c'est un tout petit artisan RC quoi. Ah ouais? Ouais. Okay. Cette plaque-là, elle est plus rare que tout ce que j'ai là. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça c'est un mec qui te l'a fait, un japonais? Alors c'est lui qui les vendait, mais il les vendait déjà à l'époque. Alors ça c'était en 2015 que j'ai acheté. Donc elle a 11 ans cette plaque. Trop stylé. Même plus parce que je pense qu'elle a plus de 11 ans en vrai, parce qu'il y a même eu une version 2 de celle-là, donc j'ai pas la version 2. D'accord. Ouais. Incroyable. Électronique. Ouais, on va parler électronique. En termes de propulsion, aujourd'hui, on a parlé de moteur. Effectivement, plutôt 540, plutôt 380. Ça, c'est au choix de chacun. Honnêtement, les deux fonctionnent très très bien. Hein. Vraiment, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Après, on va être au nombre de tours. Là, j'ai un 13,5 sur celui-ci, j'ai un 10,5 pour celui-ci. Le 13,5 sera moins puissant. Le 13,5 est moins puissant que le 10,5. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas une histoire de couple ou je sais plus, non? Alors, par nature, en fait, tu seras plus coupleux avec un 13,5 qu'avec un 10,5. Ça, c'est juste comment c'est fait à l'intérieur. Ensuite, effectivement, tu peux trouver des moteurs en 10,5 où tu peux changer le rotor. Tu démontes, tu mets un autre rotor pour avoir plus de couple. Ah ouais, carrément. Bon. C'est fou ça quand même. Ouais, tu peux démonter le moteur. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, je crois qu'il y en a d'autres qui le font. Ah, chez d'autres marques aussi. Il y a d'autres marques qui le font. Maclan, pour faire une petite parenthèse sur eux, où ils proposent déjà en fait tous ces kits-là aussi pour leur moteur. Voilà. Après, c'est selon tu roules, sur quoi tu roules, si tu utilises toute ta gâchette ou pas. Il y a plein de paramètres, mais généralement avec un 13,5, tu peux, comme avec un 10,5, en fait, tu peux un peu avoir les mêmes choses. Tu peux vraiment arriver à la même chose. Bon, tu n'iras pas aussi vite, je pense pas, tu n'iras pas aussi vite en vitesse pure avec un 13 qu'avec un 10, mais on va dire en milieu de gâchette, tu peux arriver quand même à avoir quelque chose d'assez... Un battle par exemple, un battle entre un 10 et un 13, c'est tout à fait possible. Ouais, complètement. C'est déjà aujourd'hui ce qu'on voit en fait, ce qu'on voit. Le mec, quand tu vas rouler avec lui, tu sais pas s'il a un 10 ou un 13. Non mais ça passe en général. Ça passe largement. Ce qu'on n'aura pas par contre, c'est des puissances de fou, genre des 8,5, des 6,5. En dessous de 10, il n'y a pas quoi. En drift, c'est compliqué. Tu passes pas du tout la puissance au sol après. Ça sert à rien. En fait, précis quoi, c'est ça, exactement. On préfère être précis. Pour le reste, après, encore une fois, c'est comment tu sens derrière ta radio, en fait, hein, simplement. En termes de variateur, alors bon, là, lui, il a envie de se faire la malle depuis le début. On va le laisser tranquille, mais... Donc moi, j'utilise principalement du Accuvance maintenant. Donc là, sur les deux châssis, en fait, sont un peu équipés de la même manière. Donc là, c'est un Xarvis XX. Donc c'est le plus haut de gamme. Ouais, c'est le plus vénère. C'est le plus haut de gamme, ouais. Sur celui-là, d'ailleurs, aussi, c'est le même. J'ai vu, il y a le Xarvis normal. Alors il y a un 3 qui existe. Le Xarvis normal, qui a fait son temps. Ah, il est vieux? Ouais, en fait c'est... Mais en fait, je fais une petite parenthèse, Accuvance. Avant, Accuvance, ça s'appelait... Non, c'est pas Accuvance, ça s'appelle comment? Si, Accuvance. Avant, ça s'appelait autrement. Ça s'appelait autrement. Attends, ça va me revenir. Kayence. Kayence? Ouais. En fait, K-E-Y, genre? Ouais. En fait, c'est... Alors, Kayence, ou Kayence, ça dépend comment on le prononce. Moi, je vais essayer de retrouver des archives de ça. Et en fait, ça a été les premiers variateurs où il n'y avait pas besoin de ventilateur. En fait, ça faisait une dissipation de chaleur via une plaque en céramique. Et c'était des variateurs qui étaient ultra durs à programmer parce que au début, tu n'avais pas de carte de proc, tu faisais tout avec des codes lumière. Ah ouais, genre c'est à bouton 1, option 1, exactement. Menu et tout. T'as deux flashs, tac, t'es dans le menu 2,
4 flashs de l'autre couleur, t'as option 4 quoi. Voilà. Donc, c'était très dur à régler. Donc ils ont sorti des cartes de programmation et tout après. Et en fait Keyence, comme Accuvance, c'est japonais vraiment de base et ils ont fait des trucs de malade vraiment. Pour moi c'était les meilleurs variateurs et en plus de ça ce qui te permettait de pas avoir de moteur limite. Par exemple sur ces variateurs là de mémoire je crois que ça doit être 6,5 ou 8,5. Si tu mets en dessous tu peux pas mettre un 3,5 par exemple. Ouais, ça existe hein, en piste et tout, ça existe des moteurs en 3,5. Et ben les variateurs Keyence à l'époque tu pouvais mettre no limit quoi. C'était alors t'avais cramer le moteur quoi. Ouais, alors c'était le Tachyon. Le Keyence Tachyon et le Keyence Eria. Le Eria, lui, c'était 8,5. Il est sorti après encore. Ah, ça, c'est une référence de moteur. Non, de variateur. Variateur. À l'ancienne, ouais. Keyence, ex. Okay. Ça, c'était incroyable. Ils avaient des skins en plus carbone rouge, carbone blanc. Et c'était vraiment au top. C'était vraiment au top. Ça, en fait, ça, c'est une évolution de ce que je te parle. Hein. Les Japonais, on est d'accord. Ouais, Accuvance. Alors, je crois que ça a été racheté par les US, mais c'est vraiment à confirmer. Je crois que maintenant, en fait, c'est toujours recherche et développement Japon, mais il y a une grosse distribution aux US qui se fait maintenant, donc est-ce que c'est encore ou pas vraiment à confirmer là-dessus, je suis pas sûr. Donc variateur, pour moi, si tu veux que ce soit fiable, alors par contre c'est un peu dur à régler aussi, c'est toujours dur à régler. Il faut le Tao. Voilà, donc soit tu utilises ta radio avec un S-Bus. Ouais. On appelle un S-Bus qui va nous permettre en fait de relier ton récepteur à ton variateur, ça qui va pouvoir en fait faire que ça fonctionne. Que si t'as une Sanoa, non? Il y a pas un truc non, comme ça? Non, c'est une Futaba. Ah, Futaba, pardon. Ouais, Futaba. Mais pour le coup, là oui, il faut une Futaba et ça ou alors soit la carte. Pour certains, ça peut être bloquant. Moi, j'aime bien parce que du coup, on a aussi ce qu'on appelle du easy setting sur la carte. Donc, si tu vas quelque part et que tu sais absolument pas quoi faire, comment faire, eh bien, tu prends ta carte de proc, tu dis je suis sur béton, je suis sur moquette, je suis sur pétale, il y a quand même un truc intelligent, genre, comme ça. Ouais, c'est ça. T'as ton moteur, c'est un 13, tu lui dis que c'est un 13. Tu dis, est-ce que le track, il est large? Ah ouais, ça marche comme ça? Ouais. Incroyable. Ah, y a pas genre juste boost, machin, comme sur les Vario normaux, non, quoi. Et après, t'as encore là, c'est Easy Setup, et après, t'as le AI. Donc, t'as vraiment un truc où là, tu peux vraiment lui demander, là, j'aimerais bien, par exemple, d'avoir plus de puissance, plus de décélération, moins de décélération, etc. Et en fait, ça va te modifier tes paramètres par rapport à l'ensemble, par exemple, des gens qui roulent Accuvance, qui ont fait une base de données, qui se sont dit, quand je veux ça, je mets ça, quand je veux ça, je mets ça. Et en fait, ils ont tout réuni, et maintenant, avec une carte, t'es capable, en fait, d'aller incroyable. Chercher, donc, elle est là, la différence de tarot, on va dire, par rapport aux autres Vario, des réglages comme ça. Matériellement, déjà, je pense matériellement, on est sur des variateurs aujourd'hui qui sont quand même de très très haut de gamme, qui sont jolis aussi, faut le dire. Hein. Quand tu vois les usinages, etc., c'est très très beau. Ouais, c'est vrai qu'il y a rien à dire, hein, c'est très classe. Ensuite, ce qui est bien aussi sur ceux-là, on t'empêche de faire des inversions de polarité. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que ça peut arriver dans la précipitation, tu branches à l'envers. Alors, moi, sur tous mes châssis, par exemple celui-là, je pourrais presque le brancher à l'envers. Hein. On va dire que les câbles sont assez longs. J'avais fait exprès, pour que ce soit long. Sur celui-ci, par contre, c'est pas possible. Tu vois, normalement, il faudrait plus avoir une configuration comme ça. Ouais, on sait que le plus. En fait, le plus, il va obligatoirement au plus. Il veut pas aller plus loin, quoi. Tu peux pas te tromper. Voilà, exactement. Quand la batterie elle est dans le pack, c'est bloqué. Ça c'est vraiment quelque chose où il faudrait que tout le monde ait pour éviter en fait de faire des inversions de polarité, ce qui peut endommager le matériel. Hein, clairement, on sait très bien quand on fait un court-circuit. Donc ça c'est le Galm. Les deux. Les deux, pardon, excuse-moi. Et donc tu roules principalement les deux ou il y en a un que tu roules plus que l'autre? Alors je roule principalement celui-là. D'accord, donc c'est celui-là ton châssis de prédilection? C'est mon châssis, de compète, etc. The châssis pour moi. J'en ai plusieurs, effectivement, parce que j'adore ça, déjà d'une. Hein. Vraiment, je trouve que en fait, en termes d'esthétique, pour moi, le Galm, ça a toujours été un des châssis RWD les plus beaux. D'origine, il est profilé et t'es stylé. Voilà, donc en fait, effectivement, d'origine, on est plus sur les châssis comme on a vu avant. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on lui a rajouté des pièces pour pouvoir suivre ce que je disais très bien, c'est-à-dire que l'évolution, si je prends un Galm full stock aujourd'hui et je prends celui-là, on a l'impression que c'est plus du tout le même châssis. Et c'est pas qu'une impression, parce qu'en termes de pilotage, d'options, en fait,
va te faire évoluer le châssis. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Là, celui-ci, je pourrais le rouler, en fait. Ça pourrait être mon châssis complet, vraiment. D'accord. Autant que celui-là. Mais quand même, il y a des électros différents. Là, je vois un Revox, là. Ouais. Toi, t'aimes bien RFD, je crois, non? Non, pas trop, non. Merci de le souligner. Alors, j'aime pas. Mais t'aimes pas RFD? Non, mais t'as quand même mis un Revox avec un RSST, genre. Bah ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui et depuis longtemps, hein, faut savoir qu'ils sont sur le marché, ils ont des produits qui sont accessibles déjà. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de sujet. Alors moi, c'est quand même le Giro le plus cher, hein? Non, il y a plus cher. Ah ouais? Ouais. C'est quand même, il est dans les plus chers. Il est dans les plus chers, mais c'est pas 120 balles pour un Giro, c'est pas donné quand même. Ouais, mais après, en vrai, t'as quelque chose qui a une compatibilité qui est extrêmement bien conçue avec le cerveau. Ok. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que en fait, quand on parle Giro, faut parler combo. Ah. Ça, c'est super important. J'ai à peu près essayé tout ce qui existe. À peu près. Alors, il y a des trucs que j'ai pas essayé, mais personne roule avec. Aujourd'hui, j'ai essayé du Sanwa, voilà, SGS 02D avec le cerveau PGS CL2. Donc c'est très bien, mais il faut avoir une radio Sanwa. Alors t'es pas réellement obligé, mais c'est mieux quand même pour pouvoir régler en direct. Super combo, mais super sensible. Voilà. Alors nous, quand je dis nous, c'est européen. On a beaucoup de mal avec ce combo-là. On sait pas comment ça se règle, etc. Les Japonais adorent. Si tu regardes par exemple Junta, pour pas le citer, lui il roule ça. Extraterrestre pour moi. Voilà. Clairement, le gars, bon, déjà le Junta. Déjà, on lui fait un petit big up. Big up à Junta, big up à Ryo, Atsushito, Taka. Voilà, donc déjà, gros big up. Yodo aussi, hein, ce serait pas possible d'avoir tout ça aussi. Yodo, c'est celui-là qui design et qui fait le R&D, quoi. Recherche et développement de toutes les pièces, etc. Et qui apporte des solutions techniques aussi derrière. Donc pour en revenir à FD, oui, effectivement. Alors moi, à la base, j'avais acheté ce combo-là parce que je voulais tout l'électronique rouge. Ah, ok, je Voilà, déjà de base. Donc pour la petite histoire, j'ai pas du tout été fan du cerveau. Ouais. Jusqu'à ce que Vincent... Ah oui, tu m'en avais parlé, je crois. Donc, qui tient DPZ, donc qui est aussi d'ailleurs sponsor de notre championnat Apidé. Merci à lui. On le remercie. Et donc il m'a mis ses réglages. Alors lui il connaît par cœur, c'est vraiment ProRFD, les sponsorisés, etc. Et il m'a mis ses réglages et effectivement j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Mais moi au début, voilà, j'ai pas... Je sais pas, tu m'avais dit ouais il est long, alors oui, mais c'est fait exprès. Oui, effectivement. En fait quand tu l'as de base, alors c'est plus pour le rester normal. Il est super lent en fait le cerveau. Mais bon en vrai ça va, faut juste peut-être lui mettre un petit peu plus de power dedans pour arriver à ce que ce soit un peu plus rapide. Mais en fait l'avantage quand c'est sorti ça, c'est que tu peux être comme ça, tu peux accélérer comme un cochon et en fait il se passera rien d'autre que ça reste comme ça et ça avance. Voilà. On va dire c'est plus facile parce qu'il va surcorriger en fait. Il va beaucoup compenser. En fait il va piloter lui-même avant que toi tu pilotes. Les deux là, le combo. Ah ouais carrément. Ouais. Donc toi tu la places on va dire genre et elle fait le reste genre. En gros ouais. À peu près. À peu près. C'est pour ça que c'est facile. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel type qui roule 2 mois, tu lui mets ça. Un mec qui roule ça et tu lui files un CS, Ah, c'est mort. Impossible. Impossible. Vraiment, alors là, je le dis, je peux mettre ma main. Le mec qui arrive et qui me fait... qui roule ça 2-3 mois et tu lui passes un CS à côté, le gars, il te fait pas un tour. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas ramené de CS aujourd'hui, c'est que plus personne n'est capable de les rouler ces châssis. On a pris tellement d'automatismes maintenant avec ça, c'est plus du tout les mêmes automatismes. Ok. D'ailleurs, c'était beaucoup plus facile de passer du CS au RWD que l'inverse. Voilà. En termes de réflexe, c'était pas du tout évident. Incroyable. Donc on va passer un peu aux différences entre les deux parce que là on va voir quand même beaucoup de différences. Donc on a dit déjà la position du moteur. Donc ça c'est le support moteur arrière type 2. Donc pour Galm, il existe en deux versions, soit la version courroie ou soit la version pignon. Alors moi j'adore le pignon. Voilà, même si j'ai une autre version avec une courroie, mais j'adore la version en pignon. Donc là, je suis sur une base de châssis qui s'appelle le TC Flex. TC, c'est Takeshi. Takeshi, c'est pilote OD qui développe ses propres pièces avec Overdose, hein, bien entendu. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait le bumper. Toute la platine, et l'avantage c'est qu'en fait cette platine tu peux réduire ou augmenter l'empattement pour s'adapter en fait au body addiction. Incroyable. Tu peux mettre une petite 86. Une 240, de 240 jusqu'à 275. Ok. Alors, donc là on va retrouver la même chose sous celui-là. Donc ça c'est un Transrange V2. Alors, encore une fois, excusez-moi, il y a un peu de poussière de moquette. Hein. On a été roulé juste avant. C'est un châssis qui roule, hein. C'est un châssis qui roule, c'est normal. Hein.
Et donc voilà, donc on est sur 2 châssis différents. Là, on est plutôt sur quelque chose de très flexible. Ah ouais. Et là, pas du tout quoi. Il y a moins de matière là. Hein. Ouais, il y a beaucoup moins de matière. Et j'adore la gueule qu'il a tout en long, en fin comme ça. J'adore. C'est fou. Hein. Voilà. Et par contre, bah, tu es obligé d'avoir une plaque de batterie, hein, comme on voit ici, pour pouvoir lier les deux. Ah, si t'as pas la plaque de, c'est ça Bah, qui tient le truc. voilà, exactement. Ah putain, incroyable. Si t'as pas la plaque, bah, tu peux pas faire grand chose. Et là aussi, c'est aussi pareil. Ouais, aussi pareil, ouais. Incroyable. Donc ça te permet en fait de décaler ton pack au plus proche des trains roulants. Après ça c'est pareil, hein, c'est au ils feeling. servent à ça, les autres que je vais aussi. Eh ça oui, sert à bien ça. sûr, bien sûr. Ah, je me demandais à quoi elle servait. Ouais. Donc en c'est fait pas de tu vis. peux vraiment avancer ou reculer ton pack. Incroyable. Donc bah, les grosses différences. Alors après il n'y a pas réellement de différence sur les trains roulants en eux-mêmes. Non mais on est d'accord que c'est pas autant poussé chez les autres marques. Non. Il y a pas tout ça, faut arrêter. Non, il n'y a pas. Alors si, il y a par exemple des conversions. Ouais, mais c'est une autre marque, c'est un autre gars qui a ramené une idée, genre. Ouais, par exemple Team AD, on va dire pas mal pour RDX. Ouais. Tu peux retrouver ce type de châssis, je crois, hein, de mémoire. Je suis pas pro Team AD de toute façon. Donc, mais il faudra me dire si je me trompe, mais je crois que tu peux avoir des châssis qui sont réglables en long. Voilà. Overdose, ça s'appelle pas overdose pour rien. Voilà, en vrai. Hein. Après, t'adhères ou t'adhères pas, mais clairement, pour moi, ça reste au-dessus de tout. Alors après, au niveau performance, parce qu'on pourra en parler aussi, et c'est là où en fait, je pense qu'aujourd'hui, on achète une machine pour ses performances et c'est tout en fait. Moi je suis pas réellement d'accord avec ça. Simplement parce que faut se faire kiffer, on a un loisir en fait qui nous permet de pouvoir kiffer à mort. Que ce soit en termes de carrosserie, on y reviendra certainement après, ou en termes effectivement d'esthétique châssis. Après d'autres vont me dire bah non, c'est pas le gamme le plus beau, etc. Bah, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. Voilà, il y a de la couleur là parce que alors moi j'ai beaucoup de rouge et du noir. Il faut savoir aussi qu'il y a des versions en violet. Alors moi j'aime pas le violet, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je préfère le rouge et le noir que le violet. Le bleu, je trouve. Ouais, alors le bleu, il n'y a plus, mais on fera un épisode uniquement CS. Et là, je te ferai voir ce qui me reste encore. Je trouve qu'il est un peu, enfin, comme je l'ai acheté moi récemment, ouais. il est un peu sombre. Le rouge, il est plus rouge. Grenat, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Alors, c'est évolué. Hein. Si tu regarderas, tu pourras faire une comparaison avec le Vacula. Le Vacula était bien rouge sang. Et effectivement, maintenant, le rouge Overdose est plus rouge grenat. Quoi. Mais bon, après, ça se marie toujours bien. Train roulant, j'avais dit que c'est sensiblement les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes réglages. D'ailleurs, les deux n'ont pas les mêmes réglages. Vraiment. Que ce soit en termes d'amortissement, de version aussi d'amortissement, c'est pas les mêmes. Là, on est sur du high grade V3. Là, sur du high grade V4. Là, on a les anciens ressorts ronds 25 mm. Et là, on a les ressorts carrés, donc les Ford Edge, qui sont également de la même taille. Donc, en termes d'amortissement, déjà, on va dire aussi celui-là, ce châssis-là est plus lourd que la version arrière. Voilà, au global, je crois que je gagne déjà 100 grammes. Hein. Magnifique les suspensions, c'est ouais, donc du coup, bon, bah, on recherche à avoir quelque chose même d'assez ferme, simplement parce que le poids. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que on n'a pas parlé encore, mais le poids du châssis peut sembler être un handicap, qui peut l'être d'ailleurs. Ça l'a déjà été pour moi. Mais tant pis, on roule full option. Voilà, j'aime bien. Là, on va être sur 1,5 kg. 1,6 kg même, avec un body. Ah ouais, beau bébé, hein. Ouais, là, on va être un peu vers les 1,5 kg. Bon, là où par exemple un RDX, il va être à 1,4 kg, 450, prêt à rouler. Hein. Du coup, je sais pas, c'est pas mieux d'être plus léger. Je sais pas, c'est une question vraiment, je connais pas. Après, il y a deux. Ben, en fait, si on regarde les deux, il y a deux écoles et il y a deux écoles partout. Il y a deux écoles sur Light is Right, voilà, les Anglais, voilà, on entend partout. Ensuite, il y a le poids et en fait, moi je trouve qu'en fait, si ton châssis est bien réglé, tu sens pas. Parce que tu vas amortir sur d'autres sphères, quoi. C'est-à-dire t'as d'autres trucs sur lesquels te rattraper, d'autres options, genre. Exactement. Alors peut-être pas les options, mais c'est le réglage. Par exemple, sur un châssis léger, tu vas être en termes d'amortissement, tu vas peut-être être moins ferme parce que tu as moins de masse à bouger. D'accord. Simple. Là, moi, je sais que je suis quand même assez ferme parce que dès que je mets un body et le pack, après, il redevient mou. Parce que tu viens lui remettre du poids. Tu vois ? Après, il y a aussi les réglages ESC qui vont être différents. Est-ce que tu vas mettre plus ou moins de frein moteur ? Tu vois ? Moi, je sais que sur mes châssis, je vais peut-être mettre un petit peu plus de frein moteur, quoique. Ça va vraiment dépendre de ton style de conduite. Et puis, par contre, ce qui est bien avec le poids, c'est que tu es stable. Si on te rentre dedans, c'est pas toi qui bouges. Tu bouges pas. Tu bouges pas, c'est l'autre qui bouge. Ouais. Voilà, après, c'est pas vraiment un argument, hein, on est d'accord. Voilà, normalement, tu dois pas te toucher. Hein.
Oh. Non mais c'est voilà, c'est montrer que le truc il est stable, c'est une brique quoi. C'est ça, qui roule, quoi. effectivement. Et puis ensuite, donc là, bah, comme je disais, en fait, il y a tout ce qu'on peut avoir de plus récent sorti sur celui-là. Magnifique. Comme la direction sur glissière V3 qui nous permet d'avoir un angle de braquage, bah voilà, hein, ça parle de tout seul en fait, un angle de braquage Ouais, c'est fort. 90 degrés quoi. Bah, pour la roue extérieure, ouais, effectivement. Alors bon, bah là, je le force un peu. Donc moi, j'essaye encore de trouver mon réglage optimum entre avoir peu d'Ackerman et en avoir un peu. Que je me suis aussi aperçu que d'avoir peu d'Ackerman, bah, c'était très bien, mais pas dans toutes les conditions. Je préfère avoir quelque chose qui est plus universel à mon pilotage. Et celui-là, par exemple, si on regarde, bah, il a le même rack. Bon, bah lui, il va avoir moins d'Ackerman celui-ci que lui. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs à la vidéo, mais... Celle-là, elle va plus Voilà. vers le haut, celle-là, elle est plus droite. Quoi. Voilà, c'est ça exactement. Alors après, c'est une question de chasse aussi. Hein. C'est réglage de train roulant. D'accord. Et tu sens vraiment la différence, oui, je pense. Ouais, en fait, tu vois là, j'étais pas... Ah ben voilà, tiens, fais-le là maintenant. J'étais pas à fond, désolé. Tu vois. Donc là, t'as peu d'Ackerman. D'ailleurs, ça se voit. Et là, t'as un peu plus d'Ackerman. Si on fait le ratio entre les deux, on voit bien quand même Il y en a un qui est... celui-là il braque plus, on va dire celui-là il braque plus. Voilà. Mais ça c'est qu'un réglage. Hein. Si on peut aller un peu plus loin dans ce détail-là, déjà on n'a pas les mêmes platines. Donc le fait que j'ai pas les mêmes platines, le rack il est déjà avancé de 4 mm de plus sur la version TC. Sur cette version-là, bah, en fait c'est la base qui va avancer. Donc on peut avoir la même chose, mais je suis pas sur les mêmes points d'ancrage. Tu vois, si tu regardes ici, je suis plus intérieur, là je suis full extérieur. Donc déjà ça va changer les choses. Ça va changer ton braquage maximal. Et d'ailleurs, il va falloir peut-être que je resserre ici. Donc tu peux faire un plan sur celui-là, ça sera peut-être mieux. Tu me montres aussi, pour le mot de la fin un peu, tu me montres genre la carreau que tu mets dessus. Ouais, ok. Wow, alors celle-là, c'est vraiment le bordel. On est d'accord que celle-là, enfin, je l'ai déjà vu beaucoup, je l'ai vu dans des magazines, j'ai vu celle-là. Ah oui, bah en fait, alors ouais, je peux comprendre. Pour la petite histoire, bah, c'est un design Mackie Work, donc qui est sponsorisé Show Up. Et c'est lui qui a fait ce design-là et en fait, bah, quitte à avoir le châssis, je voulais avoir le body aussi. Et je comprends pas, tu l'as acheté genre? Pas du tout, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Ouais. C'est incroyable, Elle est full peinture. Elle commence à avoir un petit peu de temps, celle-là, elle a bien roulé. Hein. Parce que je crois que t'es grave chaud à l'aéro, non? T'es pas un des plus chauds de France à l'aérographe? Bah écoute, plus chaud de France, je vais pas me vanter, mais je pense que oui. Dans le sens, la marque Show Up qui me fait confiance. Hein, donc ça fait, là je vais entamer ma 2e année de sponsoring avec eux. Incroyable. Donc voilà, c'est pas pour rien. Et derrière, c'est vrai que bah, j'y passe du temps, de l'investissement, et puis des bodies à l'aéro, ça fait autant de temps que je fais du RC Drift que j'en fais. Voilà. Donc ceux qui connaissent pas Show Up, bah, c'est leur logo, il est là. Voilà. D'accord, donc Show Up, qui est une marque de peinture. Japonaise. C'est une marque de peinture japonaise Ouais. de vraies voitures. De vraies voitures. En fait, de base, c'est des voitures, c'est des peintures automobiles hein, et qui ont un éclat, une brillance et aussi une facilité de pose. Même si c'est pour moi la peinture la plus compliquée à mettre en œuvre, mais c'est celle qui donne le meilleur résultat. Les deux, elles sont à la Show Up? Alors non, ça c'était avant mon sponsoring. Voilà. Et celle-là, ça a été après. Donc on voit en fait déjà que les couleurs, ça n'a rien à voir. Ouais, en fait. Celle-là, elle est quand même magnifique, mais c'est vrai que niveau peps... Ah ouais, ça n'a rien à voir en fait. D'ailleurs, je me tâte à la refaire celle-ci parce que moi, elle a bien vieilli. Full Show Up, genre. Full Show Up, ouais. Mais pareil, il faut du temps parce que ça demande beaucoup de temps. T'as le tableau de bord, je me permets. Hein. Ouais, alors il y a un peu de détails Putain, effectivement. le tableau de bord de bâtard, il est exceptionnel. Ça rentre pile poil et tout, c'est nickel, c'est magnifique. Aujourd'hui, celle-là, faut que je la réadapte. On voit qu'elle est pas tout de suite. J'avais envie de rouler avec celle-ci aujourd'hui, donc bon, bah, on va la réadapter. Hein. C'est pas grand-chose. Des fois, il faut juste remettre les plots à la bonne place. C'est ouf ce système. Enfin, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse dessus. Et c'est quand même incroyable ce système de ça là, qu'ils ont fabriqué. C'est ouf. Ouais, ça existe depuis longtemps et honnêtement, c'est. Je pense que ça va faire 6-7 ans, hein. 6 ans, au moins 6 ans. La carreau, c'est vraiment trop beau quoi. Ben c'est ça. En fait, ça reprend les codes des vraies voitures.
T'as souvent en fait t'appuies et puis tu soulèves ton capot. Bah, c'est un peu la même chose. En plus moi ce que j'aime bien c'est que d'en mettre aux quatre coins. Et surtout c'est que t'es bien solidaire en fait. Entre le body et le châssis, par exemple il y a d'autres principes. Soulever, quoi. Tu la soulèves avec le châssis. Ça casse pas, c'est solide, c'est joli aussi. Ça empêche d'avoir les antennes qui montent comme avant. Et ça empêche aussi effectivement, alors il y a les systèmes d'aimant qui existent, qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Mais moi au début j'étais pas fan parce que ça s'enlevait souvent, tu vois. Moi j'appelais ça décapsuler la voiture. Et pour un terme de réalisme, je préfère ça. Ouais. Voilà, on est à fond, on peut pas faire plus là. C'est ça. C'est ça que tu m'as dit, que tu l'as même mis à l'arrière. Oui, voilà, donc là, faut que je retrouve. Mais encore une fois, j'ai pas bien réglé, donc mais voilà. on visualise au moins. Mais oui, effectivement. Ouais. Tu peux juste nous le. Ouais, alors, juste pour qu'on. tu vois là, en fait, quand tu la mets en place, généralement, ça vise assez bien en plus. Et donc après, il te suffit de soulever un peu ton châssis. Tu vois, tu viens en fait simplement, hop, tu vois, tu viens bloquer. Incroyable. Voilà, et c'est fini. Incroyable. Et là, c'est bon. Ouais, il faut que je fasse pareil à l'arrière, hein, parce qu'on a la même chose à l'arrière. Il faut le dire quoi, c'est comme un truc de ouf. C'est trop bien. C'est ouf. Franchement, c'est trop bien. Moi, dès qu'il y a eu ça, j'ai tout de suite mis. Puis c'est overdose quoi en plus. Donc, ça veut dire, non mais clairement, en fait, le synonyme d'overdose, ça va être pour moi design, praticité, durabilité. Voilà. Après, bon, argent aussi. Hein, parce que ça, j'en parlerai pas parce que clairement, après, on choisit. Mais après, si on choisit overdose, c'est effectivement qu'on a un petit peu à mettre quand même dedans. Ou pas, hein, d'ailleurs, il y en a qui prennent overdose parce qu'ils savent que c'est vraiment bien. Voilà. Donc tu me parlais de Show Up. Ouais. Donc du coup, voilà, t'es sponsor Show Up. Exactement. On a un contrat moral, on va dire, que si par exemple je fais une carrosserie comme celle-ci, d'ailleurs quand je l'ai faite, eh bien je viens faire des photos et puis faire voir en fait quel type de peinture j'ai utilisé pour faire ce body. Qui permet aussi de faire voir des mix couleurs. Donc là, il y a une... Ah oui, bah... Tu nous as fait un nuancier quoi. Après. Voilà, c'est ça. En fait oui, alors oui, alors sur celle-là, alors ça a été un peu ça le but. Là, je me dis j'avais plein de couleurs, je savais pas quoi en faire. Ça rend bien, hein. Et je me suis dit bah allez. Et là c'est fou, il y a genre tout ça c'est des pots différents. Ouais, exactement, normal, hein. exactement, c'est des pots différents. Incroyable. Et avec des effets différents parce qu'en plus tu peux mixer un peu, là tu vois, t'as du orange avant dans le jaune. Enfin, voilà, il y a plein de... Si on voit bien la cam à l'œil nu, c'est quand même un truc de ouf, ça ressort, c'est un truc de ouf. Donc voilà, et on essaye en fait simplement de... La carreau nuancier quoi. Voilà, et aujourd'hui ça m'a permis aussi de voir des associations de couleurs que j'aurais pas vues avant. Et de pouvoir en fait, simplement kiffer et puis faire d'autres projets de plus en plus aboutis. Alors sachant que celle-ci ça a été quand même un gros boulot pour moi. Alors, on va dire qu'en termes de temps c'est à peu près pareil. Même si celle-ci elle est un petit peu plus dans le détail avec les sponsors et tout. Mais vu que celle-là il y a un kit, donc j'ai rajouté pare-choc, aile, bas de caisse à l'arrière, pare-choc arrière. Donc tout ça c'est vraiment un kit. Donc il a fallu que ça s'entrecroise bien, etc. Donc c'est pas si évident que ça. C'est un kit de la même marque ou d'une autre marque? Alors en fait c'est une carrosserie Tamiya de base. Ah ouais? Avec un kit addiction, 326 power. Voilà, c'est une carrosserie d'ailleurs que j'adore. J'adore cette carrosserie. C'est énorme, quand je regarde sur YouTube, c'est quand ils roulent les jaunes là. Ah, ils sont par terre. Et j'adore, avec un déport comme ça. L'aileron qui dépasse. Incroyable, j'adore. Vraiment j'adore. Donc voilà, la petite histoire de celle-ci. D'ailleurs c'est ma première carrosserie sponsorisée que j'ai fait avec leurs produits sponsorisés. C'est la première. Voilà. Après j'en ai d'autres, j'ai pas ramené mais j'en ai d'autres. Il n'y a pas à dire, des bodies comme ça on n'en voit pas tous les jours, ça c'est sûr et certain. Bah merci en tout cas, ça fait plaisir parce que bon, après même si on cherche pas réellement la reconnaissance là-dedans, mais quand même. C'est un artiste pour eux. Bah merci. Alors moi ce bordel, c'est quoi? C'est ouf quoi, Merci, ça c'est effectivement sorti de ma caboche quoi. Mais en même temps, quand moi je fais un design, je veux tellement que ce soit fou que des fois c'est interminable. C'est un peu ça le problème. Ouais, faut savoir s'arrêter quoi. Exactement. Sinon tu la sors jamais. Bah tu la sors jamais. Voilà, c'est ça. Effectivement, t'as tout compris. J'ai capté. Voilà, donc. Lunettes, là le petit. Parfait, incroyable. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les châssis présentés. Ok. Comme ça au moins. T'as même on l'a pas vu depuis tout à l'heure, mais t'as quand même le Valino, la petite... la petite towel. Ouais, déclassée. Ouais, j'en ai plein des trucs comme ça. Enfin, j'en ai acheté plein. Bah,
magnifique. Oh, la collection de bâtards. Tu nous fais une petite pause, comme ça je mettrai une miniature. Mais y a pas tout en plus, c'est ça le problème. Ah putain. On en a pour combien là, le bordel? Non mais... Attends. C'est possible. Ah! Y'a plus de place, gros. Voilà, fais-nous une pause incroyable, genre. Énervé. Tu veux qu'on fasse un mot de la fin? Ouais, un petit mot de la fin, genre... Genre Thomas. Oh le bordel, ouais, il s'empile les trucs. Wouah. Thomas, les galmes, ils s'empilent. Incroyable. Bon bah j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci Bruce en tout cas pour ce temps passé. Avec plaisir frérot, c'est moi qui te remercie. J'adore expliquer tout ça, c'est vrai qu'on en fait peu malheureusement. Enjoy OD, enjoy le RC Drift français. Voilà, j'espère en tout cas rester dans cette discipline encore longtemps, ça fait déjà 15 ans. Trop cool. J'aimerais que ça dure encore plus longtemps et vive le RC Drift en fait. Je pourrais même faire d'autres formats si tu veux. Mais... Ouais, on en fera d'autres, je pense que... Mais il y a tellement à dire, Ouais, donc, c'est quand même... je vois, malgré tout, je vois que c'est quand même assez peu connu en vrai. Ouais. Mine de rien. C'est vrai. Et je pense que ça pourrait être plus... ça pourrait avoir beaucoup plus de visibilité. Chez d'autres pays, par exemple, tu vas en République tchèque, les mecs ils sont gavés au dé. Ah ouais? Ouais. Si t'as un RDX là-bas, tu roules pas sur certaines pistes. Tu te fais tel. C'est ça. C'est là, c'est le shop Yeda. Si je me trompe. Ouais, alors c'est pas Yeda, hein, mais c'est d'autres pistes. Voilà, ils sont pro galm. C'est-à-dire qu'il n'y a que des galms qui roulent. Trop stylé. Et j'adore. Magnifique. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais l'année prochaine, on va rouler avec les vrais pneus. Ah, les pneus Balino, c'est ça? Alors là, c'est Buzz Break. Ok. Et il me tarde de rouler avec ça, on aura la bonne surface aussi. Donc là on aura vraiment le setup complet. Incroyable. Bon bah merci Jérémy et Bah à de la rien, prochaine. big up. Salut. Merci à vous. Ciao.